Alors, on va s'intéresser à l'installation donc des modules de Python qui vont nous servir pour faire, disons, des mathématiques, des tracés géométriques, d'analyse mathématique avec Python. Alors pour ça, on va utiliser d'abord l'install du premier module qui s'appelle NumPy, et le deuxième Matplotlib. C'est dur à dire. Alors pour faire ça, vous cliquez droit sur le menu démarrer dans Windows, vous faites exécuter, et en général, là vous avez une fenêtre avec rien dedans. Moi j'ai marqué CMD qui veut dire commande. Alors qu'est-ce que va faire commande? Il va nous envoyer dans une fenêtre où, alors ceux qui connaissent bien, les vieux comme moi qui connaissent bien MS-DOS et les choses comme ça les gêne absolument pas parce qu'on retrouve la vieille interface qu'il y avait dans ce qu'on appelle le Disking Operating System, c'est-à-dire on était directement sur les lignes de commande. Pour les autres, il faut apprendre un petit peu cette pratique-là. Alors, donc vous tapez CMD commande, ça va nous envoyer dans une fenêtre noire. Vous voyez, vous avez un caractère. Alors invite, c'est mon nom d'invité de user, mais ça s'appelle un caractère d'invite. Ça n'a rien à voir avec le mot invite qui est écrit ici. Et alors, donc vous avez ce caractère d'invite et vous allez taper pip install. Et le premier, c'est NumPy. D'accord? NumPy. Poum. Vous validez, je fais pas, parce que bon, moi j'ai déjà installé. Alors vous allez voir afficher tout un tas de choses. Je vous mettrai des adresses pour aller voir des gens qui l'ont fait d'une manière un peu plus détaillée que moi. Je ne tiens pas à passer de temps là-dessus. J'ai d'autres choses à dire. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez validé, ça s'est installé, on vous retapez donc pip install et vous savez matplotlib. Là, ça vous a installé un autre module. D'accord? Voilà, vous avez vos deux modules qui sont installés. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer votre fenêtre de commande. Bon, moi j'efface mes commandes, je ferme, d'accord, voilà. Alors, dans VS Code, donc pour vérifier un petit peu que on a bien chargé les modules, vous pouvez utiliser. Alors bon, l'interface, ça, il faut que vous regardiez un petit peu sur Internet les manières. Enfin, il faut créer une directory sur son disque dur, et puis ensuite vous organisez ça à partir de l'Explorer qui est là. Nous, ce qu'on va juste faire, c'est montrer qu'on peut vérifier la présence des modules qu'on vient d'importer. Comment faire? Il s'agit déjà de créer, par exemple ici, on va créer un fichier essai. Donc vous voyez, j'ai créé essai. Alors par contre, n'oubliez pas .py, parce que sinon, comment il s'appelle? VS Code ne reconnaît pas que vous êtes en Python. Donc là, vous avez les compléments de ligne, l'aide en ligne qui vous vient. Mais bon, vous n'y faites pas attention pour l'instant. Et puis vous allez taper import. Alors la machine va vous aider. Import la plupart du temps. Par exemple, NumPy. Alors, vous voyez qu'on importe NumPy et la machine vous propose asNP. Ça, c'est ce qu'on appelle la suggestion en ligne. Vous verrez que je vous montre un moment dans le tuto, à la fin, comment on peut suspendre la suggestion. La suggestion, c'est ce qui est écrit en grisé, là, que la machine vous propose. Alors là, on met effectivement as, par exemple, NP, mais bon, ça, on peut choisir ce qu'on veut. D'accord? Pourquoi on marque ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut importer le module, et pour éviter, et il est embêtant, pour éviter d'avoir à taper à chaque fois pour chaque action
issu de NumPy, NumPy point le nom de l'action, bah on prend une abréviation NP. Bon, c'est celle que on choisit ce qu'on veut, hein. Moi, je pourrais PN, ce que vous voulez, Toto, Titi, Tata, enfin bref, quelque chose d'assez court, pour taper NP point à la place de NumPy. Voilà, c'est tout. Et alors, effectivement, aussi pour import, alors vous voyez que la suggestion nous aide en disant ben voilà, c'est peut-être ça que tu veux taper, et si ça vraiment ça vous intéresse, et bien à ce moment-là vous appuyez sur table et hop, vous allez jusqu'à la fin de la ligne, et voilà, et vous avez tapé votre là, et puis voilà, elle continue comme ça longtemps, ce qui est un peu agaçant au bout d'un moment, je trouve. Mais enfin bon, ça dépend, ça peut aider, hein. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Bah, vous allez voir tout de suite, c'est que si les fichiers sont pas là, il va y avoir une erreur qui va s'écrire dans le terminal. Et donc là, je lance, bah, vous voyez que il n'y a pas d'erreur, hein, puisque j'ai le caractère d'invite qui est répété. Je vais essayer de tirer un peu la fenêtre, voilà, merci. Là, le caractère PS machin est répété, et donc ça veut dire que effectivement les deux modules sont bien présents à l'intérieur de la machine. D'accord ? Alors, pour bien démarrer dans notre objectif qui consiste à un peu étudier ce qu'on appelle la régression linéaire, c'est-à-dire l'approche d'un nuage de points par une droite, ou mieux, hein, c'est ce qui est noté ici. Alors, évidemment, c'est des mathématiques, j'ai déjà un petit peu expliqué dans un autre tuto la notion de régression linéaire, mais je vais en dire quelques mots. On va donc avoir une fonction affine, hein, qui est représentée par une droite dans le plan, qui va approcher un nuage de points. Hein. Les points sont situés en bleu, là. D'accord ? Alors, il faut minimiser au maximum les distances qui séparent ces points de la droite, de telle manière à avoir une droite qui s'approche, on dit, au mieux. Alors, évidemment, il faut faire ce genre de calcul, c'est-à-dire que pour un xi donné, je vais avoir ce qui est la valeur réelle qui correspond à xi, c'est-à-dire yi dans le nuage de points, mais aussi par rapport à l'intermédiaire de la droite choisie, un h de xi qui va être l'approche que je vais donner à la place de yi. Hein, c'est comme ça qu'on appelle une approche. Donc je vais minimiser tous ces éléments-là. Pour ça, je vais calculer donc cette distance-là, h de xi moins yi. Je vais l'élever au carré pour éviter les positifs et les négatifs quand je vais en dessous. Je vais en faire la somme sur tous les nuages de points, et je vais multiplier par 1 sur n pour en faire la moyenne. Et le coefficient 2, ça sera un outil de calcul. Donc, il faut que je calcule ça, c'est-à-dire qu'en réalité, h étant la fonction affine à x plus b, ça fait axi plus b. Bon, mais ça, je l'ai fait donc en direct avec les itérations et tous les calculs habituels. Maintenant, on va voir comment on va interpréter ces calculs-là dans un espace matriciel où déjà le nuage de points, c'est-à-dire les points bleus, ça va être un tableau, ce qu'on appelle une matrice, où chaque élément de la matrice, un tableau donc à n, ce sera le nombre de points, n colonnes et deux lignes parce qu'il y a deux coordonnées, x et y, d'accord? Donc n colonnes de lignes, eh bien on va créer ce tableau pour modéliser déjà le nuage. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez voir qu'on va faire une écriture matricielle de l'ensemble. Voilà donc notre data S, c'est-à-dire notre matrice des points. Donc vous reconnaissez x0, y0, c'est le premier point, le deuxième point, le nème point. De ça, on va extraire donc, par exemple, la ligne x0n et la ligne y0n, c'est-à-dire la ligne des abscisses et la ligne des ordonnées. On va
on va donc obtenir ce qu'on appelle une matrice à une ligne et n colonnes, hein, donc une ligne, n colonnes, et puis on va la transformer, on va la mettre en une colonne, n lignes, pour les besoins de calcul. Et puis, on va créer une nouvelle matrice, vous verrez pourquoi, grand X, qui va être obtenue à partir de la matrice précédente en ajoutant une colonne de 1. Pourquoi une colonne de 1 ? Ça va être pour faciliter les calculs matriciels qui vont être explicités en dessous. Alors on fait pareil pour Y0 sans compléter avec les 1, d'accord ? Donc on a une colonne de Y0. Maintenant, la modélisation de la fonction affine va se faire par une petite matrice AB qui est donnée à partir des deux coefficients A et B qui définissent AX plus B la fonction affine. Voilà. Et alors maintenant on peut écrire que les images f de xi dont on parlait dans ce qui précède, eh bien on peut les écrire sous forme matricielle, sous la forme du produit de la matrice X, c'est-à-dire la matrice des X0 en colonne et bordée de 1, voilà, la voilà ici, multiplié par AB. D'accord. Alors comment ça se fait ça ? Alors je vous signale que le produit matriciel c'est un produit un peu spécial. On fait première ligne, première colonne, donc on va faire A, X0A plus une fois B, d'accord ? C'est-à-dire on prend la valeur qui est là, on la multiplie par le premier, et on multiplie la deuxième par la deuxième ici. Hein. Donc ça fait AX0 plus B fois 1, c'est-à-dire X0 plus B. Et donc vous voyez qu'on a bien l'image de X0. Alors on fait la même chose pour X2, 1 et Xn. Donc on va faire plus généralement, dernière ligne, énième ligne, première colonne ici, il n'y en a qu'une seule, donc AXN plus B fois 1, c'est-à-dire AXN plus B. D'accord ? Une fois qu'on a ça, eh bien il est facile d'exprimer maintenant cette formule très compliquée du coup, sous la forme du produit matriciel de X par V, auquel je vais soustraire les YI, c'est-à-dire la matrice des YI, que je vais élever au carré. Je vais faire la somme de tous les éléments de cette matrice, je vais en prendre 1 sur 2n, d'accord, et j'obtiendrai JW le coût. Voilà le travail auquel on va s'attacher, de faire tout ça, hein, c'est-à-dire tout ce travail, le nuage, les travaux sur les extractions de matrices, les produits de matrices et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la mise en place de cette fonction coût. D'accord ? Voilà. Alors là, on va voir ça, comment ça se fait dans NumPy. On va essayer de manipuler NumPy pour arriver à construire déjà un nuage de points, qu'on essaiera après d'approcher par une droite, ce qu'on appelle la régression linéaire, mais on va déjà essayer de comprendre un peu comment marche, comment on peut visualiser des points avec NumPy et les modules Matplotlib et d'autres. Alors, donc premier travail, on va importer ce dont on a besoin. Donc ici, je vais faire import, donc par exemple le premier, ça va être Matplotlib, voilà, d'ailleurs il me le met. Voilà, et alors on a souvent, dans VS Code, là, on a souvent les compléments de lignes qui sont automatiquement générés par le système. Alors, voilà, par exemple, moi j'appuie sur table, voilà, j'ai Matplotlib ASPLT. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le module Matplotlib sera utilisé à l'aide de, on pourra appeler ça une abréviation, hein, PLT, qui permettra, au lieu d'écrire une action matplotlib point le nom de l'action, on écrira PLT, ça va plus vite, point le nom de l'action. On va faire la même chose pour import NumPy,
numpy, je vais arriver à le dire, voilà, import, donc, numpy, il me le sollicite aussi, numpy as np, et je vais faire import aussi, alors un module OS, lui que je vais mettre brutalement, qui me permet, lui, de nettoyer un petit peu la fenêtre ici du terminal. On verra comment ça fonctionne par la suite. Voilà, donc j'ai importé mes modules, et je vais commencer à travailler. Alors, pour essayer de faire les choses proprement, je vais essayer de créer comment ça s'appelle, une procédure, une fonction, qui va me créer un nuage dans un tableau, c'est-à-dire en réalité une matrice de points, x, y, de, par exemple, alors, va avoir 2 lignes, et puis n colonnes, qui correspondront à n points. Les 2 lignes, ce sera les coordonnées de chaque point, et les colonnes, ce sera les, les points. Alors, pour ça, je vais faire tout simplement AR, j'ai pris ça pour array égale np.random. Alors, je vais rajouter random.uniform. Alors, je prends cet outil-là, enfin cette instruction-là, parce que ça me permet de dire dans quel intervalle. Alors là, par exemple, je vais mettre entre -4.0, 4.0 les nombres que je vais générer, enfin que je vais demander à la machine de me générer, je les voudrais entre -4 et 4, quoi. Hein. Et puis, je vais demander la dimension du tableau. Alors là, j'ai dit donc 2 lignes et n colonnes. Voilà. Alors n, bien sûr, il ne sait pas ce que c'est. Donc il va falloir que je lui dise ce que c'est. Alors pour ça, donc je vais faire entrer ça dans une définition. Je vais faire def nuage de n, parenthèse, voilà, 2 points. D'accord? Et puis je vais dire tout simplement, voilà, je voudrais que ça rentre dans ma définition. D'accord? Et que moi je renvoie return. Alors, il ne faut pas que je me trompe, le return est aligné, il faut faire attention. Return AR. Turn, AR. AR. Voilà. Je renvoie le tableau, d'accord? Enfin, la matrice. Alors, maintenant, je mets dans... Alors, pour bien faire les choses proprement, je vais... Pourquoi ça s'est effacé? Ah oui, ça, des fois, on peut contracter les lignes. C'est pas très bien, ça. Je vais faire un paragraphe qui s'appelle donc les fonctions. J'en aurai peut-être d'autres à mettre dedans. Et puis, je vais faire un paragraphe avec un espace. Le programme. Corps du programme. Corps. Programme. Voilà, ping. Alors, le corps du programme va donc appeler ma fonction pour créer mon nuage de points. Alors, je vais faire, par exemple, je pourrais mettre directement, mais je vous signale que ça va s'afficher dans une fenêtre à part. Alors, pour éviter les ennuis, pour éviter les points qui sortent du cadre et ainsi de suite, je vais fixer les objets sur lesquels je vais afficher les choses. D'accord? Donc, déjà, je vais dire le nombre de points, je vais le fixer, bon, par exemple ici, égale 3, voilà, admettons, peu importe, c'est pas très important. Alors, maintenant, je vais appeler, j'appellerai tout à l'heure ma fonction nuage, mais avant, je voudrais fixer, disons,
la fenêtre dans laquelle je vais afficher mon texte et les dimensions de cette fenêtre, enfin les dimensions du calage au bas. Alors pour ça, je prends deux objets, figure, qui représentera la figure où je vais mettre mes points, et je vais dire plot, peut-être point subplots. Parenthèse, parenthèse. Voilà. Alors là, ça veut dire que déjà, je fixe mes deux objets et je peux les dimensionner. Par exemple, je vais faire plot axis, ou plot axis, plot axe, oui, plot axis, point axis, égal, je vais mettre, je sais pas moi, bon, j'ai pris les nombres entre moins 4 et plus 4, je vais dire, bah, par exemple, allez, halte crochet, moins 5, virgule 5, virgule, hein, ça sera pour les abscisses, et moins 5 pour les ordonnées. Alt crochet fermé. Voilà. Donc ça va me cadrer mon affichage de nuage. Alors maintenant je vais générer mon nuage. Donc je vais appeler ma fonction et je vais charger le résultat dans ce que j'appelle le data system qui est nuage appliqué à nombre. D'accord? Voilà. Bon, je vais print ds pour afficher dans la fenêtre système comment ça s'appelle? Les valeurs numériques. Et par contre, j'aimerais bien aussi afficher mes points. Alors ça, il ne faut pas l'oublier, c'est plot show, d'accord? Ça se met toujours à la fin, comme ça on est tranquille. Voilà. Alors si je ne me suis pas trompé, théoriquement je dois afficher 3 points dans cette zone-là, et puis afficher les valeurs que je propose. Alors, je lance, on va voir ce que ça donne. N n'est pas défini. Où est-ce que c'est? Error N is not defined. Où est-ce qu'il est N? Oh, bah oui. Nuage de N. Pourquoi de B? Je ne sais pas, là, j'ai mis N au lieu de B. Donc là, voilà, j'ai fait une bêtise. Bon, je relance, on va voir ce que ça donne. Ah, cette fois, ça marche. Mais par contre, j'ai pas les points. Bon, alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai pas demandé l'affichage des points du nuage. D'accord? Alors comment je vais faire ça? Alors vous voyez malgré tout que j'ai ce qu'il faut, c'est-à-dire j'ai bien ma figure, je l'ai, avec les dimensions que j'ai proposées, moins 5 plus 5, là, hein, d'accord? Mais j'ai pas les points. Alors comment faire les points? Ben, les points, on va même mettre ça dans la fonction, c'est une instruction plot. Alors elle est même marquée presque en... Je vais quand même la taper, parce que j'aime bien montrer comment ça marche. Donc je vais faire... Alors plot scatter. Alors scatter, ça veut dire bon nuage en gros, hein, parenthèse. Alors, les paramètres, c'est... alors, je voudrais avancer un petit peu, voilà. Alors, voilà, le premier paramètre, c'est AR de 0, c'est-à-dire c'est la colonne 0. Alors ça, il faut comprendre un peu comment ça marche. Il va falloir qu'on rentre un peu dans les détails, parce que je génère une colonne, deux lignes n colonnes. AR de 0, ça va être quoi? Ben, ça va être théoriquement la première ligne, c'est-à-dire l'axe des X. Et
AR1, ça va être l'axe des Y. Et donc je vais afficher, donc ici, hein, on va voir, hein, on va faire un petit travail sur bien comprendre comment ça marche ces histoires de crochet 1, crochet 2 dans un tableau comme ceci. Mais bon, là pour l'instant, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc je mets ça, S égale 40, bon ben c'est la section, alpha égale 0,5, je sais pas trop, je ne vais pas le mettre d'ailleurs, c'est pas la peine de mettre des choses dont je ne connais pas la nature. Alors, je vais faire run, enfin, je vais demander une exécution, voilà. Donc, d'accord, j'ai mes 3 points qui sont affichés aux endroits qui correspondent aux coordonnées que j'ai demandé de générer par là. Hein, ils sont ici, je vais essayer de monter un peu plus haut. Voilà, voyez. Hein, on retrouve les coordonnées 2,71, 2,71, bon c'est quelque chose par là. Alors il y en a un qui est à 3 et l'autre qui est à... Voilà, moins 2. Donc on a en gros les points qui sont donnés ici. Hein, on verra en détail tout à l'heure. Alors maintenant, ce que j'aimerais que vous arriviez à comprendre, c'est les 0,1 et les 0,2. Alors pour ça, je vais me mettre dans la zone de calcul, d'accord? Puis je vais aller chercher quand même ma fonction nuage. Hein, hop, zip. Voilà, contrôle. Bah, je vais prendre tout avec les imports, comme ça je serai tranquille. Alors ça, je vous conseille de faire ces petits brouillons-là. C'est utile. CTRL V. Voilà. Alors, donc vous prenez un bout du programme et vous allez un petit peu travailler dessus. Alors déjà, dans le corps du programme qui va appeler, hein, le corps ici, hein, corps programme, boum, je vais DS reçoit donc nuage de... On va mettre 3. Hein, directement, on met la valeur. Donc, je voudrais print DS. Oui, bah ça c'est une bonne idée. Print DS, d'accord, voilà. Et on va déjà regarder ce que ça donne. Ça. Alors, on en a déjà parlé. Voilà, je vais bien... Alors, voilà. Print DS, vous voyez, c'est ça. J'ai mon DS qui affiche, c'est-à-dire DS, c'est tout simplement un tableau à 2 lignes et n colonnes, c'est-à-dire n, c'est le nombre de points. 1, 2, 3 points. D'accord? Bon, alors maintenant, on voudrait comprendre un petit peu plus en détail comment marchent les crochets. Hein, j'ai parlé de DS de 0, DS de 1. Alors, pour comprendre ça, on va travailler un petit peu sur je voudrais par exemple, hein, pour être clair, comprendre ce que signifie DS de 0. Alors DS de 0, pourquoi 0 déjà? Et ensuite, pourquoi DS de 0? Ben, on va tout de suite voir ce que ça donne dans le résultat. Alors, je vais un petit peu... C'est embêtant parce que je vois pas la ligne du dessus. Voilà, DS de 0. Regardez ce que ça donne. DS de 0, c'est 1,6, moins 2,1. Et, ah oui, mais bon. Là, il y a un petit ennui que je viens de souligner. C'est que si j'affiche pas DS, eh bien, ça c'est l'ancien DS dans l'exécution précédente. Maintenant, dans la nouvelle exécution, le générateur de nombres aléatoires a changé et donc je ne peux pas comparer les valeurs qui sont sorties dans la deuxième exécution avec celles qui sont sorties dans la première. Donc, il faut que je fasse print DS parenthèse, ben après, d'ailleurs, CTRL X, CTRL V, voilà, que je fasse print, bon pour séparer, hein, pour que je vois la différence entre les deux, parenthèses, cote, je vais faire des tirets, cote, parenthèse,
Voilà. Alors là, on va voir véritablement, je vais grandir un peu la fenêtre qui est là. Run. Voilà. Alors, l'inconvénient, j'ai encore l'écho de ce que j'ai écrit au-dessus. Alors, pour arranger les choses un peu mieux, vous voyez que j'ai fait un import OS. Bon, alors je vais faire tout simplement, au début, print OS système CLS. Bon, la machine me le propose, voilà. Alors ça veut dire que le module OS appelle le système, c'est-à-dire Windows, et clear, que CLS, ça veut dire nettoie-moi la console, le terminal, si j'ose dire. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Ça arrange un petit peu les choses. Voilà. Vous voyez, j'ai un 0 qui est affiché, ça veut dire que j'ai nettoyé ma fenêtre. J'affiche DS. Alors, vous voyez DS. Donc, DS, n'oubliez pas, c'est... Attends, je vais descendre un peu ça. DS, c'est 2 lignes, N colonne, 2 lignes, 1, 2, N colonne, voilà. Donc, mes points sont là, voilà. Et je dis à la machine, je voudrais que tu m'appelles DS de 0. Et là, elle m'affiche 1, 6, 374, machin. C'est-à-dire, elle m'affiche la première ligne. Donc, si j'écris DS de 0, j'ai la première ligne. D'accord? Donc, a priori, si j'écris... Alors, vous voyez que ça commence à 0, c'est-à-dire que tout est compté à partir de 0. Et donc, la deuxième va être la ligne de numéro 1. Je vais d'ailleurs vous le montrer immédiatement. Je vais faire ça. Je vais faire 1. D'accord? J'ai pas besoin de ce reste-là. Voilà. Boum. Je fais... Hop. Et voilà. D'accord? Regardez, c'est bien. Donc, si je mets entre crochets 1, ça veut dire que je donne le numéro de la ligne. Alors, vous allez me dire comment je peux sortir une colonne. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On va rentrer un petit peu dans les détails en utilisant d'autres types de notation. On va regarder. On va voir que ici, par exemple, si je prends là, si j'écris ça, je vois pas très bien, d'accord, DS2. Alors, ce que je vais faire utiliser un caractère, ce qu'on appelle un caractère de substitution, qui permet d'afficher une ligne en entier, comme je viens de le faire, mais en disant, je voudrais tous les éléments de cette ligne. C'est la même chose, hein, mais c'est écrit différemment en utilisant ce symbole de point. Vous allez voir ce que ça donne. Ça me donne la même chose que précédemment. Vous voyez, j'ai 2 points, ça m'écrit toute la ligne qui correspond à la ligne numéro 1. Ce 2 points, il va falloir le mémoriser parce que je vais l'utiliser dans l'autre sens. Vous allez voir. Alors là, je vais, pour pas vous perdre, je vais garder code virgule. Je vais marquer ici ce que je calcule. Contrôle copie. Alors là, pas de panique non plus. J'écris ici entre guillemets ce que je calcule à côté pour que vous voyez ici dans la fenêtre de commande ce que je calcule. Alors allons-y pour voir ce que ça donne, ça change. Voilà. Vous voyez, c'est écrit DS 2 points, c'est-à-dire que cette instruction DS1 2 points me donne ceci comme résultat à partir de ce tableau-là. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Supposons que j'utilise maintenant, on va faire print. Je voudrais les colonnes. Hein. J'aimerais bien avoir les colonnes aussi, parce que je le fais avec les lignes. Eh bien, on va faire la même chose, mais sur les colonnes. Donc, vous allez voir. DS, par exemple, Alt crochet, 2 points. Donc, mon caractère toujours spécial, là, virgule, 0, la première colonne. Et ça, bon, ça va être ma première colonne. Je vais, virgule, l'afficher, alors bien sûr, en réel. D'accord?
Bon, ça ressemble un peu, je vais faire à peu près la même disposition, voilà. D'accord? Alors vous allez voir la différence entre ces deux trucs-là. C'est assez intéressant à voir, parce que ça explique comment on peut manipuler les colonnes et les lignes dans les tableaux. Alors regardez. DS1, c'est effectivement donc la deuxième ligne de mon tableau, d'accord? Mais DS 2.0, c'est la première colonne de mon tableau. Donc je peux, comme je veux, isoler les colonnes ou les lignes. Alors là, vous voyez, j'ai pris la première ligne, mais si je remplace 0 par 1, je vais obtenir la deuxième ligne. Bon, je vais faire, par exemple, pour que vous me croyiez. Voilà. Pouf. Je vais extraire la deuxième colonne. Alors allons-y. Sous. Et là, regardez bien ce qui s'est passé. Ben, j'ai bien la deuxième colonne. Donc, j'ai un moyen très simple de soit extraire les lignes, soit extraire les colonnes. L'avantage de ça, c'est que ça me permet, par exemple, dans le nuage de points, de sortir toutes les abscisses d'un coup ou toutes les ordonnées. Par exemple, si je veux sortir, alors vous avez vu, ici, j'ai sorti toutes les premières valeurs, d'accord? Ce qui correspond aux abscisses, d'accord? Donc si je fais, par exemple, X reçoit DS de 1, CTRL copier, CTRL V, théoriquement, non, je veux DS de 0, pardon, je vais théoriquement récupérer la première ligne du tableau. Alors on va voir tout de suite, je vais prendre ça, CTRL X, je vais mettre en dessous, CTRL V, X, X, hein, ça va m'être utile tout à l'heure, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Voilà, hein. Alors on va voir si je dis des bêtises ou pas. Alors regardez, X c'est -3, -3, -1, c'est-à-dire c'est la première ligne, c'est-à-dire c'est effectivement les abscisses de mes points. Et donc, si je fais maintenant, même il me le propose, hein, donc je valide, voilà, je vire cette ligne-là, j'en ai plus besoin. CTRL X. Et là maintenant, j'ai X et Y qui sont séparés, c'est-à-dire j'ai les ordonnées et les abscisses qui sont séparés. Ça voudra dire par la suite que je peux faire des calculs dessus. Alors, relançons. Voilà, vous voyez X et Y. Alors ça, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire que j'ai des vecteurs, enfin on appelle ça un peu des vecteurs, mais en gros, si vous voulez, je peux faire ce que je veux, je peux séparer les choses comme je veux. Alors, vous allez voir tout à l'heure pourquoi je vous montre ça. Parce que dans la régression linéaire, je vais avoir besoin de travailler, de faire un certain travail sur les X et un certain travail sur les Y, avec des manipulations. Donc, on en était là. Je voudrais simplement appuyer sur un certain nombre de points parce que je vais avoir besoin de choses très précises. Ici, j'ai extrait, a priori, le X, c'est un vecteur ligne. Hein, c'est-à-dire, je vais écrire à côté X, c'est X représente vecteur ligne numéro 0. D'accord? Comme ça, je me repère. Là. Et Y ici représente la ligne 1 de DS, hein, bien sûr. Je vais rajouter de DS. Et là, de DS.
Maintenant, il faut un petit peu savoir les choses, c'est que je vais en avoir besoin sous forme de vecteurs colonnes. Or, ici, a priori, ce sont des vecteurs lignes. Alors, si maintenant je regarde les dimensions, ça c'est très important à vérifier, c'est ce qu'on appelle le shape. C'est-à-dire, ici, si j'exécute, je vais récupérer, on va le voir tout de suite, vous voyez, j'ai les contenus effectifs. Alors si je regarde par rapport à des S, hein, j'ai bien la première ligne et la deuxième ligne. D'accord? Bon. Maintenant, je voudrais déjà que ce soit plus des lignes mais des colonnes, mais en plus, je vais vérifier quelque chose parce que ces opérations DS0, 2 points et ainsi de suite ont un inconvénient, vous allez voir tout de suite, parce qu'il y a un outil qui s'appelle Shape qui permet de vérifier ce qu'on appelle la forme, c'est-à-dire le nombre de lignes et de colonnes de chaque matrice. Or, ici, alors je vais faire, ici, je vais transformer ça en Shape, déjà, pour que vous voyez comment ça fonctionne. Ici, je vais demander non plus X, mais la shape de X, c'est-à-dire voir le nombre de lignes et de colonnes de X. Et je vais faire la même chose sur Y. Vous allez voir, c'est assez curieux ce qui se passe. Shape de Y, et ici, Y.shape. Alors, si vous avez souvenir, hein, ici, des résultats obtenus, voilà, hop, j'exécute. Vous allez voir ce que ça donne. Ça donne curieusement 3,0 et 3,0, non, 3, rien. Et ça, c'est très embêtant. Alors, c'est un défaut, je ne sais pas d'où ça vient. On est obligé de faire un travail supplémentaire pour remettre la forme qui nous convient. Et puisqu'on y est, on va faire un travail qui consiste à remettre en forme le vecteur X sous la forme qui nous convient. Or, ici, c'est un vecteur ligne, c'est-à-dire il a, on le voit, 1, 2, 3 éléments en ligne. Or, nous, ce qu'il nous faudrait, c'est un vecteur colonne. Parce que dans la suite, on va voir que ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des vecteurs colonnes pour faire des opérations. Donc pour ça, on va utiliser un outil qui est ce qu'on appelle le reshape. Alors on va prendre X par exemple, X, et on va dire X reçoit. Alors NP, là il faut prendre comment s'appelle l'abréviation de NumPy, point, alors il me le met, reshape, je vais remettre en forme, X, et sous quelle forme? Ben, je vais la mettre non pas sous la forme 3,1, c'est-à-dire une ligne sous la forme 1,3 comme il me repose, mais sous la forme 3,1, c'est-à-dire 3 lignes et une colonne. Ce qui va me permettre de récupérer un vecteur vertical. D'accord? Donc, ici, je vais non seulement, bon, je ne vais peut-être pas faire ça, oui, je vais faire shape, mais je vais rajouter en dessous pour voir bien ce qui se passe. Je vais copier ça. Ouais, je vais mettre print X tout simplement. Print. Parenthèse. X. D'accord? Voilà. Comme je vais faire la même chose sur Y, je vais mettre devant print X, code, toc, virgule X. Voilà. Je vais faire une petite séparation, print. Voilà, ça fait beaucoup de print peut-être, mais il vaut mieux dans ces cas-là faire des séparations. Voilà, je vais diminuer le séparateur pour ne pas le confondre avec celui qui est au-dessus. Voilà, je diminue. Voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose pour Y. D'accord? C'est-à-dire, ici, j'ai un vecteur ligne. Je vais le transformer, donc, Y. Je vais le transformer en, il me le propose. Voilà. NP
reshape 1 et print y. Hein, c'est l'avantage de cette intelligence qui est derrière moi et qui, enfin, si j'ose dire, essaye de me dire, bah voilà, essaye de faire ça, c'est peut-être ça que tu veux faire. Voilà, non, là, par contre, c'est pas ce que je veux faire y, voilà, et y. Alors, on va regarder si ce qu'on a, est-ce qu'on veut, je vous rappelle mon objectif, c'est de transformer, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas dans les parenthèses, là, print, ah oui, il en manque une. Voilà. Je veux transformer mes vecteurs lignes, c'est-à-dire ici, voici les abscisses, et en dessous, voici les ordonnées, je veux les transformer en vecteurs colonnes. D'accord? Donc, on va voir ce que ça donne, si j'ai pas fait d'erreur. Voilà. Alors, allons voir. On va un petit peu remonter les choses. Voilà. Alors, voyez, j'ai bien des vecteurs colonnes, puisqu'ils s'affichent en colonne, et regardez, si je prends l'exemple, je vais peut-être avoir assez de place, oui, alors, 1, 7, où il est? 1, 7 est là, 0, 1, 3. Donc, vous voyez que ce vecteur ligne, ici, a été changé en un vecteur colonne, et la même chose pour y, d'accord? Donc, je vais... Attendez, je vais faire les choses un peu plus proprement, parce que là, je manque encore de séparation. Ça, j'en ai peut-être pas besoin. Enfin, un séparateur bien distinct pour bien voir la différence qui se fait entre nos travaux. D'accord? Voilà. Toc, toc, et voilà. Je relance pour voir. J'aime bien voir les choses proprement. Alors, théoriquement, donc ça, c'est CS, d'accord? X, le voilà. 2, moins 1, machin. J'ai bien transformé cette ligne-là en un vecteur colonne et cette ligne-là en un vecteur colonne. J'ai donc réussi. Donc, essayez de bien vous souvenir de ce travail-là. Hein. Souvenez-vous de shape, donc, qui indique, lorsque je dois l'afficher, la forme, hein, x.shape, c'est les dimensions de la matrice, et reshape, hein, np reshape, la matrice et ce que je veux remettre dans le bon sens. Alors bien sûr, il faut que ça corresponde au nombre d'éléments initial. Hein. C'est-à-dire que moi, y, il était 1, 3, hein, c'était une ligne et trois colonnes, hein, une ligne et 3 colonnes, et je le transforme en 3 lignes, une colonne. Donc ça, je conserve le nombre d'éléments, hein, c'est invariant. C'est très important, c'est pour ça qu'il faut utiliser shape régulièrement. D'accord? Alors, comme on l'a dit au début, là, hein, si on regarde un petit peu, on part donc de DS, on crée les lignes, on crée les colonnes, mais pour les abscisses, il faut coller derrière D1 verticalement, comme ça, c'est-à-dire avoir une matrice à 2 colonnes dont la deuxième colonne est là. On verra pourquoi tout à l'heure dans les calculs. Mais comment réaliser ça? Alors, on va revenir ici sur X, on va créer une matrice AD qui est composée verticalement que de 1, d'accord? Donc AD égale NP ones, hein, ça c'est un mot du langage de NumPy, qui consiste à créer, donc voilà, donc je mets déjà une double parenthèse, je veux une matrice qui a n lignes remplie de 1. Voilà. Maintenant, il faut que je colle cette matrice à X et que je remette le trou. Alors il y a deux manières de le dire. Là vous en avez une en dessous qui est NP concatenate ADX. Bon, moi cela, bon, elle est assez courante, mais je vais vous en montrer une autre égale H. Donc c'est non pardon.
numpy np.h, alors que je me gourre pas dans l'orthographe, stack, d'accord, de parenthèse, donc parenthèse fermée, hein, déjà un premier pas, là, ne vous faites pas avoir, il y a deux paires de parenthèses, et on va mettre le couple à l'intérieur, x, virgule, a, d, voilà. Donc on va coller horizontalement, hein, puisque si on regarde bien, on fait, je vais vous placer le petit schéma, on vient coller des 1 horizontalement, comme ça, la colonne de 1, on vient la coller horizontalement sur la colonne des X. D'accord? Voilà. Alors on va regarder si on obtient quelque chose de correct. Voilà. Bon, là, on a notre brouillard, notre nuage, pardon. Et on va regarder. Ah bah j'ai pas fait print x, si c'est un peu... Si, pourtant print x, voilà, x add 1. Pourtant, là, il devrait... Ah bah oui, mais je l'ai pas mis en dessous. D'accord, donc je vais faire ici. CTRL copie, CTRL X. Et je vais le mettre en dessous pour montrer que je suis bien bordé de 1. Voilà, on va voir là. Toc. Alors regardons en bas, vous voyez que j'ai bien ma colonne des X bordée de 1. D'accord? Donc, ça marche. On a la première étape. Bon, toujours le rappel de la régression linéaire, hein. Approcher un nuage de points, les points bleus par une droite, donc exprimé sous forme d'une fonction, y égale à x plus b, qui donne les y en fonction de x, les abscisses, a et b étant des coefficients choisis arbitrairement qui donnent la pente, en gros, la position de la droite par rapport à ces points. Alors le but, c'est de minimiser, je veux dire, la somme de tous ces segments rouges, c'est-à-dire mathématiquement, ça s'écrit donc 1 sur n, le 2 c'est un truc de calcul, égale donc pour un xi donné, hein, vous avez ha de xi et yi, on fait la différence, on l'élève au carré pour éviter donc toujours l'histoire du positif et du négatif, on en fait la somme sur tous les points et on fait la moyenne. Bon, ça nous donne ce qu'on appelle la fonction coût. Maintenant, pour minimiser ce coût, eh bien, on va faire appel à la descente de gradient. Alors là, je renvoie à un autre tuto que j'ai fait sur la descente de gradient, qui explique un petit peu en détail la descente de gradient. Ça fait appel à ce qu'on appelle les dérivés de ces fonctions-là par rapport, attention, aux variables, cette fois considérées a et b, c'est-à-dire on va minimiser, trouver le minimum de la fonction pour un certain a et pour un certain b. Alors, pour ça, donc vous voyez, il faut trouver les valeurs de A et B pour lesquelles j'ai de AB minimal. Pour ça, on va fixer au début un A0, B0 qu'on va choisir. On va se donner aussi une valeur alpha dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle un hyperparamètre qui permet de doser un petit peu le calcul. Mais en gros, on part de A0 et de B0. Ensuite, on calcule donc les dérivés du coût par rapport à A et par rapport à B, hein, les voilà. Hein. Alors ici c'est assez facile, vous avez un carré, ça fait la dérivée d'un carré, c'est 2u, c'est-à-dire ce qu'il y a sous le carré que multiplie u', c'est-à-dire la dérivée de ce qu'il y a sous le carré. Alors la dérivée par rapport à A de axi plus bxi, c'est xi. Et puis l'autre, il y a la dérivée de ce qui est en dessous, c'est 1. Donc ça fait ceci. Et donc vous avez ces deux dérivés-là partielles qui arrivent, et on va construire les autres coefficients de l'approche, les AK plus 1 ou les AK, à partir des AK, de la manière suivante. On va prendre les AKBK, d'accord, et on va le retirer, alpha étant un coefficient qu'on choisit égal à 0 à peu près, hein, ce qu'on appelle un hyperparamètre, c'est une variable d'ajustement, un paramètre d'ajustement. Et on multiplie par le calcul des dérivés partiels, d'accord? Alors ça, c'est
d'une manière itérative. Maintenant, si on passe en écriture matricielle, vous allez voir, ça simplifie un petit peu. On a donc notre nuage de points, hein, vous reconnaissez vos points x0, xn et yn. Bon, la manip qui a été faite dans la partie 1, c'est-à-dire qui consiste à partir des vecteurs, enfin des extractions du data S sous la forme d'un vecteur ligne, ensuite transformé en vecteur colonne, et ensuite on le borde de 1, pour le calcul qui va suivre, vous comprendrez pourquoi. Hein, on l'a déjà parlé, mais on va en reparler, et un autre Y qui va être, cette fois, Y0, YN en vecteur vertical. Alors, on modélise la fonction AX plus B sous la forme d'une petite matrice à une colonne, AB, et on peut écrire que le nuage f de xi, l'image des f de xi, ça va être quoi? Ça va être tout simplement, alors c'est là que c'est intéressant d'avoir bordé de 1, hein, je l'ai expliqué dans la première partie, si vous multipliez cette matrice X par AB, vous obtenez les images de chacun des points par la fonction f, d'accord? Donc, si on en arrive au coût maintenant, le coût va s'exprimer d'une manière matricielle comme la copie conforme, si j'ose dire. Les AXIB, c'est x.w, c'est ce qu'on vient de calculer ici, moins y, d'accord? Donc moins les yi, élevé au carré, donc je prends la somme 1 sur 2r. Mais, si on va plus loin, si on passe véritablement au calcul, alors, regardez bien, hein, là j'ai donné les matrices avec le nombre de lignes et le nombre de colonnes en indice pour que ça ne vous échappe pas. Donc vous avez X, la matrice X et n lignes de colonnes. Hein, y, n lignes une colonne, W, 2 lignes de colonnes. Donc XW c'est n lignes de colonnes, d'accord, que multiplie de 1, c'est-à-dire ça donne n lignes, une colonne. C'est les images, les f de xi. Maintenant, si je fais XW moins Y, j'obtiens donc la matrice précédente moins les Y0 qui est n lignes et une colonne, ça me fait une matrice à n lignes et une colonne. Et là, c'est là que le calcul matriciel est intéressant. On va utiliser ce qu'on appelle la transposée de X, c'est-à-dire, hein, je vous rappelle, X, c'est ceci, hein, n lignes de colonne. La transposée, c'est 2 lignes, n colonnes, c'est-à-dire on refait un vecteur à une ligne. Et si on fait le produit xt par xw moins y, c'est-à-dire ce qu'on a calculé par précédemment ici, on obtient, et ça c'est très intéressant, hein, en faisant ce produit-là, vous obtenez sur la première ligne, première colonne, vous avez ax0 moins y0 que multiplie x0 plus axn moins b moins yn fois xn, et puis sur la deuxième ligne, vous avez le produit, hein, première ligne, première colonne, deuxième colonne, première colonne, et cette fois vous avez AX0 moins Y0, AY1, ça multiplie par 1 chacun des 1, ça en fait la somme, d'accord? Et la chose extraordinaire, si vous comparez les gradients, les équations des gradients, et alors je vais remonter un petit peu pour que vous voyez, voilà, les gradients qui sont ici, vous les avez là, vous avez bien 1 sur n des machins, et quand je redescends ici, vous avez 1 sur n des, de l'extraction de la première ligne. Hein. Je prends la première ligne et j'en extrais, et je la multiplie par 1 sur n, ça me donne ceci. Vous avez exactement ce que vous voulez. Donc, par rapport à cette matrice-là, la première ligne, c'est la dérivée par rapport à A, et la deuxième ligne, c'est la dérivée par rapport à B. Ça s'appelle le jacobien. Hein, d'accord? Donc, vous voyez qu'il va être très facile de montrer ça sous forme de calcul matriciel. D'accord? Là, on va avoir tout de suite les résultats de notre travail. Juste quelques mots pour expliquer l'histoire de border la matrice unicolonne x0, xn par des 1 pour montrer que on obtient bien, lorsqu'on modélise la fonction ax plus b par la matrice unicolonne AB,
donc des coefficients de ax plus b, eh bien, si on effectue ce qu'on appelle le produit matriciel de cette matrice, donc des abscisses bordées de 1 par les valeurs a et b, un produit matriciel, hein, attention, on va voir d'ailleurs comment ça se produit, eh bien, vous allez voir dans l'animation, on montre, voyez, alors, voyez, première ligne, première colonne, on a multiplié a par x0 et b par 1. Donc on obtient ax0 plus b. Et si on fait la même chose sur la deuxième ligne, première colonne, vous allez voir ce qu'on obtient. On obtient ax1 plus b. Voilà, on continue, vous voyez, axn plus b. Donc on obtient pour chaque élément du résultat de ce produit matriciel, hein, donc souvenez-vous, produit matriciel, c'est première ligne, première colonne, alors on fait les produits membre à membre, si j'ose dire, x0a, b1, donc b1, et ici a, x1, b1, et ainsi de suite, et on obtient effectivement donc les images, hein, par la fonction ax plus b de x0, x1, xn. D'accord? Voilà à quoi la manipulation des x0 en les bordant de 1 nous permet de faire des calculs. Alors, si nous reprenons un petit peu rapidement ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, donc on a créé un data S qui est l'ensemble des points, qui correspond à une matrice à n colonnes et à 2 lignes, hein, chaque colonne représentant un point, et chaque ligne, les abscisses respectivement, et les ordonnées. Bon. À partir de ça, pour pouvoir travailler sur une régression, c'est-à-dire une approche par une fonction à x plus b, il faut calculer ce qu'on appelle un coût, hein, voir ce que j'ai dit au départ. Comment fait-on ça? Alors déjà, il faut extraire, hein, à partir de data S, les lignes et les colonnes qui correspondent, les lignes, pardon, qui correspondent aux abscisses d'une part et aux ordonnées. Ces vecteurs, on va les transformer, on va les mettre verticalement, vous verrez que c'est plus simple pour les calculs, et on va faire un petit aménagement des x en bordant la colonne des abscisses par des 1. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est pour modéliser ce qu'on appelle l'image par des abscisses par la fonction f qui est ax plus b. D'accord? Parce que la fonction ax plus b, on va lui associer une matrice, qui est la matrice unicolonne AB, et on va écrire le produit matriciel de x par w. Et si on regarde ce que donne le produit de x par w, on s'aperçoit, le produit matriciel bien sûr, ça fait première ligne, première colonne, deuxième ligne, première colonne, et ainsi de suite, énième ligne, et première, on obtient ax0 plus b, hein, ax0 plus b fois 1, ax0, ax1 plus b fois 1, et ainsi de suite. Et donc on obtient tout simplement les images, la liste verticale des images par f de chacune des abscisses, ce qui est un travail assez intéressant parce que quand je vais calculer la fonction coût, eh bien la fonction coût, on va pouvoir transcrire directement cette écriture mathématique qui est la somme des f de xi moins yi au carré multiplié par 1 sur 2n, et bien on va pouvoir l'écrire directement sous cette forme avec les matrices. C'est la somme de tous les éléments de x, la matrice x par w, moins y élevé au carré, et 1 sur 2n. D'accord? Mais ça va même plus loin. Parce que si maintenant je regarde un peu en détail, regardez ici, là je vous montre que effectivement le produit de x par w, ça donne bien ax0 plus b, axn plus b. Bon, ça on en a déjà parlé. Donc si je fais la différence avec yi, j'obtiens donc les différences ici. Et alors c'est là où il y a un coup de maître, si j'ose dire, c'est
on va transposer la matrice X. Alors, transposer la matrice X, ça veut dire inverser ses lignes et ses colonnes. Alors, vous voyez que ici, elle a les X0 en ligne et les 1, les X0 en colonne et les 1 en colonne. La transposer, bah, c'est les X en ligne et les 1 en ligne. C'est une opération automatique. Et donc, si je fais le produit de X transposé par ce que j'ai obtenu, f de X moins Y, eh bien, j'obtiens, au miracle, j'obtiens première ligne, première colonne, c'est-à-dire X0 que multiplie AXP, voilà, hein, c'est-à-dire ça, plus le suivant X1, plus Xn que multiplie le dernier, AXN plus B moins YN, c'est-à-dire cette ligne-là, c'est exactement la dérivée par rapport à A du coup, et l'autre, bah, c'est deuxième ligne, première colonne, c'est-à-dire qu'on va avoir AX0 plus B moins Y multiplié par 1, donc ça fait 1, plus AXN multiplié par 1, et ainsi de suite. Et donc on obtient ici, la deuxième ligne, c'est la dérivée du coup par rapport à B. Et donc, ce vecteur, ça s'appelle, c'est un vecteur, hein, c'est ce qu'on appelle le jacobien. Le jacobien va nous permettre d'extraire automatiquement, hein, vous voyez, la dérivée du coup par rapport à, bah, c'est l'extraction du jacobien multiplié par 1 sur n de la première ligne et de la deuxième ligne pour le jacobien par rapport à B. D'accord? Alors c'est ça qu'on va aller faire sur, sur VS Code. Alors, pour bien remettre un peu les choses en place, on a X qui est là, Y qui est là. Maintenant, on va introduire tout de suite, parce qu'on en a besoin, on va introduire la fonction, la matrice associée à la fonction affine, d'accord? Donc, on va écrire W, grand W, égale np.array de crochet. Alors, c'est une matrice, donc, hein, à deux valeurs A et B qui doivent être en colonne. D'accord? Donc, on va écrire crochet A, pour rappeler A et B, on donnera après la valeur des paramètres, et crochet B. D'accord? Et au-dessus, on va se donner les valeurs de A et de B, les premières, hein, A égale, alors A égale, par exemple, 2.0, je les mets en flottant, et B égale, tu proposes B égale moins 1, alors B égale moins 1, 0.0. Voilà, hein, je les donne au flottant. Hein, vous verrez que ça me sert quand je veux afficher la droite en question. Alors, à partir de tout ce que j'ai au-dessus, j'ai maintenant tout ce qu'il faut pour aller calculer mes gradients. D'accord? Alors, pour ça, je vais créer une fonction gradient. Alors, hop, je vais remonter. Je vais faire def grade de. Alors, bon, on va mettre x. Je vais peut-être l'appeler gradient en entier. Gradient, je ne sais plus si c'est un n ou un n, au pluriel même d'ailleurs, de x, virgule y. Alors ça, c'est les petites lettres qui correspondront à grand X et grand Y. Je vais avoir besoin de W aussi qui correspond à la fonction affine, W, et puis n, le nombre des éléments de du nuage. D'accord? Alors, on y va. Alors, vous voyez qu'il me propose pratiquement mon travail. Effectivement, on va avoir xt, la transposée, qui est transpose de x. Donc, je valide, vous voyez, je valide tout d'un coup, comme ça, on aura tout ce qu'il nous faut.
Le jacobien, alors c'est une nouvelle variable que j'appelle jacobien, qui est tout simplement donc la transposée avec le produit matriciel de x par w moins y, hein, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis je retourne quoi? Je retourne la première ligne qui est la dérivée par rapport à A, et la deuxième ligne qui est la dérivée par rapport à B. D'accord? Bon, voilà. Et ça, ici, dans le travail qui est là, eh bien, je vais faire gradient, hein, je vais appeler ma fonction gradient, je vais me la prendre ici, comme ça, on n'aura pas d'ennui, contrôle copie. Alors, je vais appeler ma fonction gradient, CTRL V. Qu'est-ce que ma fonction gradient renvoie? Elle renvoie deux valeurs qui sont les gradients de A et les gradients de B. Donc je vais appeler ça grade A, virgule grade B. Grade, j'y vais arriver, grade B égale, reçoit donc la valeur renvoyée par gradient de, alors quoi? De grand X déjà, grand Y, parce que ça ce sont les vraies variables du corps du programme, hein, W, ici, et N lui c'est nombre, je crois, de mes souvenirs, de N égale, un nombre égale 3, voilà, nombre. Hop, nombre. D'ailleurs, il me l'a dit. Voilà. Alors, regardez bien, j'ai bien ici, j'ai bien return, donc renvoie ces deux valeurs, ces deux floats, que je récupère respectivement dans grade A et grade B. Alors, bon, pour voir un petit peu si j'ai écrit des bêtises ou pas, et pour voir si ça me donne des choses correctes, eh bien, je vais faire print grade A, par exemple, cote grade A, cote, virgule, grade A. Grade A. Voilà. Et me faire la même chose pour grade B. Tiens, il me le propose. Pouf, voilà. D'accord? On va regarder ce que ça donne. On va voir si... Bon, on ne pourra pas vérifier vraiment les calculs, mais on va voir... Ah, il y a une erreur. NP, W égale NP de arrêt. Ligne 33. NP de array. Ah oui. Oh, elle est belle celle-là. Vous voyez, une erreur d'inattention. C'est des parenthèses, parce que NP de array, c'est NP de array de machin. Donc, voilà, et je relance. Là, je ne devrais pas avoir d'erreur. Voilà. Hein. Alors, j'ai mon nuage, d'accord, et j'ai mes deux gradients. D'accord? Alors, bon, je suis content. Je vais pouvoir maintenant m'occuper de la suite, c'est-à-dire véritablement la mise en forme de la descente de gradient sur la droite y égale à x plus b. Alors, la régression linéaire va donc se faire à l'aide de cet algorithme. Hein, je vous rappelle l'idée, il y a une descente de gradient sur les coefficients A et B de la fonction affine. Donc, initialiser le nombre d'itérations qu'on se propose de faire pour voir la précision. Donc ça, c'est le compteur des itérations. Donc, tant que compteur est inférieur ou égal à iter, si c'est vrai, on calcule les deux gradients. On actualise A et B avec les gradients et la valeur alpha, hein, comme on l'a vu. On trace la droite AP et on incrémente le compteur et on tourne jusqu'à ce qu'on ait fini. Alors maintenant, ça va se faire comment? Si maintenant je passe directement en VS Code, voilà, vous avez,
j'ai refait exactement la même chose. Je vais donc dire, je me suis mis à la suite de ce qu'on avait fait. J'ai pris A égale 5 et B égale moins 1, c'est deux valeurs que je choisis arbitrairement. W, c'est ce qui va représenter, on l'a vu ensemble, la fonction affine. Je prends alpha égale, par exemple 0 point, peu importe pour l'instant. On peut rectifier au fur et à mesure. L'itération, j'ai pris 10 comme ça, pour voir. Et puis, je fais cette itération. Donc, tant que i est dans iter, entre 0 et iter, je calcule les deux gradients. Je change les coefficients de W, je vous rappelle, c'est AB, c'est la fonction affine, en quelque sorte. Je change W0, c'est A, et W1, c'est B. J'affiche par cette instruction-là, qui est une instruction. Alors là, j'aimerais bien avoir la place, mais il ne veut pas me laisser avoir la place. Alors, on va essayer autrement. On va tirer par là. Voilà. Vous pouvez vous limiter à ça. Le reste, c'est du supplément des fonctions supplémentaires. Donc, alors, n'oubliez pas la virgule, H virgule. Alors, je sais que ça se fait, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Bon, d'accord, mais faites-le. Donc, ax.plot, pourquoi? Parce que j'ai défini au préalable fig et ax, et je fais une pause d'une unité, une nanoseconde, et je remove ce que je viens de dessiner de telle manière à faire une animation. C'est une animation que je fais à la main dans Matplotlib, c'est peut-être pas très joli. Bon, je marque comme ça pour mémoire print A et print PB, qui sont respectivement W égale 0, et quand j'ai fini ma boucle, j'affiche la dernière droite pour pas qu'elle soit effacée. D'accord? Donc on va voir ce que ça donne. On lance. Et on devrait voir apparaître, donc, vous voyez, la droite qui se positionne de telle manière à ce que la distance avec les points soit moindre. D'accord? Alors, vous avez remarqué donc que quand, par exemple, je tape import numpy, il me propose la suite. Alors ça peut être gênant. Moi, ça me gêne pas outre mesure, mais pour ceux que ça gênerait, pour désactiver ça, vous allez ici et ici vous cliquez sur les engrenages, sur l'engrenage qui est donc GitHub Copilot ici, vous cliquez donc ici et vous faites Disable. Moi je le fais pas, moi je le garde parce que bon, ça m'intéresse pas de le retirer, ça peut m'aider de temps en temps, ça me permet d'être un peu feignant. Et là vous faites la même chose, Disable. Voilà. Et donc là vous aurez plus du tout quand vous avez fait import. Là, il vous donne la suite éventuellement. Alors, pour compléter, il vous suffit de taper simplement sur Tab, si vous voulez le conserver. Alors, vous avez aussi tous les commentaires ici qui peuvent être utiles. Et si vous voulez utiliser la suggestion pour aller plus vite, vous tapez sur Table et ça vous met directement à la fin et vous pouvez éventuellement modifier des choses à l'intérieur. Voilà. Alors bon, ça peut être embêtant parce que des fois, ça vous propose des choses dont vous n'avez pas envie, mais enfin, moi je me suis habitué, enfin vous faites comme vous voulez. Mais c'était pour vous montrer qu'on peut le désactiver. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est une configuration possible. Puis quand vous avez fini, vous vous replacez là, c'est plus pratique d'avoir sa bibliothèque de programmes. Vous avez créé votre répertoire sur le disque et puis vous allez enregistrer dessus. D'accord.